Angie Barlow a un jour envoyé à sa meilleure amie un SMS qu'elle pensait être une blague. Après sa disparition, ce message a pris une signification déchirante. Âgée de 23 ans, Angie Barlow croyait peut-être aux fantômes, ou pas. Mais elle a un jour envoyé à sa meilleure amie de 11 ans un message texte destiné à faire rire. Plus tard, quand Angie a disparu et n'a été retrouvée qu'après des mois, ce message a pris une signification qui brise le cœur. Pendant 8 mois, l'enquête n'a progressé en rien. Ce qui est particulièrement frustrant, c'est que certaines personnes pensent savoir exactement qui est responsable de la disparition d'Angie. Pourtant, elles n'ont pas les preuves pour le confirmer. Alors, qui était responsable de ce qui est arrivé à Angie il y a 8 ans? Cette personne a-t-elle vraiment échappé à la justice? Examinons cela de plus près. Angie Barlow est née le 21 août 1993 à Denver, dans le Colorado, de ses parents Stephen Barlow et Christina Kramer. Elle avait 3 sœurs, Wendy, Jessica et Serena, et entretenait une relation étroite avec elle en tant qu'aînée. En grandissant, Angie était à la fois protectrice et espiègle, alliant sens des responsabilités et goût du plaisir. Angie a toujours été un peu différente. Elle était fougueuse, loyale et profondément aimante, façonnée par ses émotions intenses. Sa mère, Christina, la décrivait comme la têtue, surtout quand Angie décidait de mener quelque chose à bien. Angie a fréquenté le lycée et a obtenu son diplôme du centre de formation professionnelle. En grandissant, elle a excellé dans les sports au lycée. Angie incarnait la joie, le genre de personne qui aimait découvrir de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Devenue adulte, Angie et sa meilleure amie, Mona Jackson, ont quitté Muni, dans l'Indiana, pour Indianapolis et ont même pris un appartement ensemble. Mona disait qu'Angie était plus comme de la famille qu'une amie, et elle faisait presque tout côte à côte. Il était évident que Mona et Angie se soutiendraient mutuellement quoi qu'il arrive, surtout dans les moments difficiles, et Mona allait plus tard prouver cette loyauté. À ce stade, Angie ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire après le lycée. Elle a donc pris un travail de danseuse au Club Rio sur West 38th Street à Indianapolis. Bien que ce soit un choix peu conventionnel, Angie aimait vraiment ce travail. Elle adorait l'aspect artistique et expressif du métier, et le salaire était un avantage supplémentaire. Cependant, Christina, la mère d'Angie, était mécontente du choix de carrière de sa fille. Bien qu'elle n'ait jamais essayé d'empêcher Angie de suivre sa propre voie, elle aurait souhaité qu'Angie choisisse autre chose. Comme Christina l'a dit plus tard, elle aimait ce qu'elle faisait, moi pas. Et honnêtement, je ne pense pas qu'un parent le souhaiterait. Quoi qu'il en soit, Angie se sentait en sécurité et elle n'aurait pas continué si ce n'était pas le cas. Elle voyait la danse comme un plan temporaire, économisant son argent et envisageant de quitter ce travail pour se tourner vers quelque chose de plus stable et mieux rémunéré à l'avenir. En plus de danser au club, Angie travaillait aussi pour des fêtes privées à domicile, une chose qu'elle connaissait déjà par expérience. Dans l'ensemble, Angie était une femme forte et indépendante qui aimait la vie et adorait trouver de nouvelles façons de s'exprimer. Personne n'aurait jamais imaginé qu'elle disparaîtrait un jour sans laisser de traces jusqu'à octobre 2017. Ce mois-là, une amie a envoyé un message texte à Angie. Elle vaquait à ses occupations quand elle a reçu une offre de 5 cents. Une femme voulait organiser une danse privée comme surprise d'anniversaire pour son mari. Bien que ce soit un cadeau inhabituel pour un homme marié, Angie n'y voyait pas de problème. Elle avait déjà fait des fêtes privées discrètes auparavant, donc la demande n'était pas totalement insolite. Pourtant, Angie et Mona ont toutes deux remarqué quelque chose d'étrange. La femme n'a jamais donné son nom. Angie a ignoré cela, mais Mona a trouvé cela inquiétant. Mona s'est sentie profondément mal à l'aise et a supplié Angie de ne pas prendre le travail. Au début, Angie a accepté et a décliné l'offre, poursuivant sa routine. Cependant, la cliente mystérieuse n'a cessé de rappeler. Finalement, Angie s'est sentie forcée d'accepter. Bien qu'elle s'en sorte déjà bien financièrement, dans une ville comme Indianapolis, un peu d'argent supplémentaire était toujours tentant. En plus de cela, Angie avait besoin d'argent à ce moment-là pour payer ses factures. Elle a fini par accepter le travail et a commencé à se préparer. Peu après, la cliente lui a envoyé par texto l'adresse de l'appartement ainsi que le code de la porte d'entrée. La fête devait avoir lieu au Landmark Apartment and Townhomes of Indianapolis, un endroit qu'Angie ne connaissait pas. La cliente a également demandé à Angie de porter des sous-vêtements noirs ou rouges. Nous étions maintenant le 26 octobre, à seulement 5 jours d'Halloween, et Angie se préparait pour le rendez-vous.
Par prudence, elle a envoyé par texto l'adresse et le code de la porte à Mona. Chaque fois qu'Angie travaillait pour des fêtes privées, elle avait l'habitude de prévenir une personne proche de là où elle était, s'assurant que quelqu'un sache toujours sa localisation. Une fois prête, Angie a quitté la maison et a envoyé un message à Mona disant « Je fais une fête privée à cette adresse, juste au cas où je disparaîtrais, lol ». À première vue, le message ne semblait pas alarmant. Il ressemblait à un échange plaisant entre amis proches. Tragiquement, ce fut la dernière fois qu'Angie communiqua avec Mona. Angie a également posté une photo sur Snapchat vers 23h45. Quelques heures plus tard, la photo montrait Angie dans une salle de bain, apparemment en train de se préparer dans la maison où la fête avait lieu. Elle avait l'air heureuse et excitée. Angie ne semblait pas contrariée, effrayée ou en détresse de quelque manière que ce soit. Elle semblait prête à commencer la fête, mais alors que la nuit passait, plus personne n'eut de ses nouvelles. Au lever du soleil, Angie n'était toujours pas rentrée, et Mona était restée éveillée toute la nuit à l'attendre. Au même moment, la mère d'Angie, Christina, commençait à s'inquiéter de plus en plus. Elle appela, envoya des messages et laissa des messages vocaux à plusieurs reprises, mais sans réponse. Angie avait aussi un Yorkshire nommé Pablo, et elle ne manquait jamais de rentrer après un travail pour le nourrir et le sortir. Quand Christina se rendit à l'appartement d'Angie, il était vide et Pablo l'attendait avec anxiété. Angie n'était pas du genre à simplement disparaître, et son absence soudaine alarma et attrista profondément sa famille et ses amis. Après des heures passées sans nouvelles d'Angie, Mona décida de se rendre à la maison où la fête était censée se tenir. Il n'y avait personne quand Mona arriva. Elle sonna à la porte, mais il n'y eut pas de réponse, ce qui la mit immédiatement mal à l'aise. Écoutant son instinct et agissant en amie inquiète, Mona escalada le portail et déverrouilla la porte de l'appartement. À l'intérieur, elle fut confrontée à une vision troublante. Un silence complet et un espace qui semblait parfaitement propre. C'était inquiétant, et Angie n'était nulle part. Peu après, la mère d'Angie, Christina, se rendit à la police pour signaler que Angie Barlow, 23 ans, avait disparu. Les officiers réagirent immédiatement, reconnaissant que ce comportement était totalement inhabituel, d'autant que Christina insista sur le fait qu'Angie ne laisserait jamais son chien seul aussi longtemps sans nourriture ni eau. La police fut informée du dernier endroit où Angie avait été vue et se rendit à l'appartement où la fête était censée avoir eu lieu. Les enquêteurs examinèrent immédiatement les images de vidéosurveillance, espérant qu'elles pourraient révéler des indices, et elles montrèrent effectivement quelque chose de notable. Une caméra positionnée juste à l'extérieur de l'appartement captura la voiture d'Angie, une Pontiac G6 bleue, quittant le bâtiment vers 3h30 du matin le 27 octobre. Mais ce n'était pas le seul détail inhabituel. Une autre voiture de couleur sombre apparut juste derrière celle d'Angie, semblant quitter le bâtiment au même moment. Cela suscita encore plus d'inquiétude pour la police car les images étaient floues et les vitres fortement teintées, rendant impossible l'identification des conducteurs. Compte tenu de ces circonstances, les enquêteurs envisagèrent deux possibilités. Soit quelqu'un suivait Angie, soit elle était partie volontairement de la fête avec quelqu'un d'autre. Pourquoi Angie n'avait-elle pas répondu à son téléphone ? Il semblait qu'elle aurait dû au moins informer sa famille ou Mona de ses projets après la fête, même si elle avait pris des dispositions qu'elle pensait sûres. Ses proches passèrent immédiatement à l'action pour la retrouver. Amis et famille ratissèrent la zone, affichèrent des avis de disparition et essayèrent de diffuser l'information le plus largement possible. La famille Barlow se tourna aussi vers les réseaux sociaux, partageant son inquiétude et espérant que quelqu'un se manifesterait avec des informations. Malgré tous ces efforts, aucune piste concrète n'émergea. Pendant ce temps, la police se concentra sur la collecte d'informations concernant la voiture sombre qui avait été vue derrière le véhicule d'Angie sur les images de vidéosurveillance. Bien que le conducteur ne soit pas visible, les officiers purent lire le numéro de plaque d'immatriculation. Quand ils le firent passer dans leur système, le nom qui apparut fut celui de Raven Miller. Le même jour, les enquêteurs découvrirent également que la cliente mystérieuse qui avait engagé Angie pour la fête était en fait la même Raven Miller. Cette révélation ajouta une pièce cruciale au puzzle grandissant de la disparition d'Angie. Qui était exactement Raven ? Angie la connaissait, même si la police ne le savait pas au début. Les deux femmes avaient un passé tendu. Angie avait précédemment été impliquée avec un homme nommé Baron Msekula, qu'elle avait rencontré au club où elle travaillait comme danseuse. Leur relation fut brève et finit par se terminer, mais elle avait clairement laissé des traces. Il devint évident que Raven nourrissait de la rancune envers Angie,
surtout depuis qu'Angie était passée à autre chose et avait commencé à fréquenter Baron. Ce qui troubla encore plus les amis d'Angie, c'est qu'Angie et Raven n'avaient jamais eu aucune amitié ou interaction significative. Elles ne se parlaient pas et n'étaient en aucun cas proches. Si Angie avait même soupçonné que Raven ou Baron avaient quelque chose à voir avec l'organisation de la fête, elle n'aurait probablement jamais accepté d'y aller. Angie ne connaissait pas le numéro de téléphone ni l'adresse exacte de la fête, et la cliente, probablement Raven, avait délibérément gardé son nom secret. Ce secret suggéra à la police que Raven essayait peut-être de cacher son identité à Angie, ce qui était une perspective glaçante. L'invitation à la fête, combinée à la possibilité qu'une autre personne était impliquée cette nuit-là, rendit la situation encore plus préoccupante. Selon Mona, Angie serait partie immédiatement si elle avait vu Baron ou Raven à la porte. Pourtant, elle était entrée et avait même pris des photos joyeuses d'elle-même dans la salle de bain. Apparemment inconsciente d'un danger, Angie ne montra aucun signe qu'elle reconnaissait quelqu'un sur place ou sentait une menace, ce qui conduisit les enquêteurs à se concentrer sur une possibilité sinistre. Baron et Raven auraient pu utiliser quelqu'un d'autre pour attirer Angie dans l'appartement, et une fois à l'intérieur, elle n'était plus en sécurité. Avec cette nouvelle information qui faisait surface, la police agit rapidement pour interroger à la fois Baron et Raven, espérant découvrir la vérité sur ce qui lui était arrivé cette nuit-là. Baron et Raven semblèrent calmes lors de l'interrogatoire, affirmant qu'ils avaient vu Angie à la fête dans leur appartement. Ils insistèrent sur le fait qu'elle était partie ensuite avec un homme inconnu. Leur récit ne fit qu'accroître la confusion des enquêteurs. Malgré la voiture de Raven repérée suivant celle d'Angie, le lien entre Baron, Raven et la disparition d'Angie restait flou. Les officiers ne parvenaient toujours pas à déterminer qui avait conduit l'un ou l'autre véhicule cette nuit-là. 12 jours après la disparition d'Angie, sa voiture fut découverte vide. À environ 13 km de l'appartement où la fête avait eu lieu, les détectives et la famille d'Angie se précipitèrent sur les lieux, cherchant désespérément un indice qui pourrait les mener à elle. Mais l'espoir commença à s'estomper en voyant l'état du véhicule. Bien que sa voiture ait été retrouvée, elle offrait peu d'informations, et son état suggérait que quelque chose de terrible s'était produit. L'avant de la voiture d'Angie était gravement endommagé, avec de gros coups suggérant qu'elle avait été conduite à travers une clôture en fil de fer barbelé. Des impacts supplémentaires marquaient les côtés. Un des phares était cassé, et l'intérieur était complètement saccagé. Christina était profondément inquiète. Angie avait toujours été une conductrice prudente et responsable, et elle était fière de garder sa voiture propre et bien entretenue. L'état du véhicule rendit la situation encore plus alarmante. La voiture fut envoyée pour des tests ADN, et tous les objets à l'intérieur furent collectés et conservés comme preuve. La police n'a pas divulgué si l'un de ces objets avait fourni des informations utiles. Malgré la découverte de la voiture, la recherche d'Angie continua. Sa famille offrit même une récompense de 5 000 $ pour des tuyaux ou des pistes concrètes, espérant que quelqu'un se manifesterait. Mais malheureusement, aucune nouvelle information n'émergea, laissant sa disparition comme un mystère obsédant. Cela a dû être incroyablement douloureux pour Christina et les sœurs d'Angie de supporter une telle incertitude. L'inquiétude pour une fille disparue est un poids qui ne se soulève jamais, espérant constamment qu'elle reviendra saine et sauve, tandis que l'inconnu ronge votre esprit et votre cœur. Pourtant, au fil des jours, la situation ne fit que devenir plus troublante. Des mois s'étaient écoulés sans la moindre trace d'Angie, et le mystère de sa disparition s'épaississait. Puis, Christina reçut un appel du même numéro qui avait été utilisé pour contacter Angie. Quand elle répondit, c'était Raven Miller au bout du fil. Durant l'appel, Raven parla de la nuit où Angie avait disparu d'une manière glaçante et dérangeante. Quand Christina demanda des détails, la réponse de Raven fut profondément perturbante. « Tu veux que je te dise exactement ce qu'elle a dit ?» demanda-t-elle, « qu'est-ce que ça voulait dire ?» Christina resta confuse et terrifiée. Est-ce que cela pouvait vraiment signifier qu'Angie n'était plus en vie? Et pourquoi Raven parlait-elle avec une telle certitude à ce sujet? La situation devint encore plus suspecte quand Raven et Baron quittèrent abruptement Indianapolis pour déménager en Arizona, soulevant encore plus de questions sur leur implication possible. Pourtant, malgré les doutes grandissants, il n'y avait toujours pas de preuves concrètes pour les tenir responsables de la disparition d'Angie, laissant sa famille et les enquêteurs profondément frustrés. 7 longs mois passèrent après la disparition d'Angie. Bien que sa famille s'accrochât à l'espoir d'un miracle, le poids de l'incertitude rendait de plus en plus difficile de maintenir cet espoir. C'était un poids émotionnellement épuisant et déchirant. Puis,
Au bout de 7 mois, un développement survint. Une arrestation fut effectuée. Bien que ce ne soit pas directement lié à l'enlèvement d'Angie, c'était suffisamment connecté pour offrir une lueur de progrès dans l'enquête en cours. Il s'avéra que quelqu'un avait effectué un retrait de $8 000. Vous vous demandez peut-être quel est le lien direct avec Angie? Aucun. Mais le compte qui avait été accédé appartenait à la grand-mère d'Angie. Quelqu'un avait en quelque sorte obtenu des informations sur son compte et en avait retiré de l'argent, ce qui leva immédiatement des drapeaux rouges pour la police. Le timing était suspect. Juste quelques mois après la disparition d'Angie, pouvait-ce vraiment être une coïncidence que le compte de sa grand-mère soit ciblé? Les autorités tracèrent la transaction jusqu'à une femme nommée Michelle Brown. Son explication pour le retrait semblait douteuse. Michelle prétendit qu'elle avait choisi le numéro de compte par accident et insista sur le fait qu'elle ne connaissait pas la grand-mère d'Angie, mais compte tenu du timing et des circonstances, son histoire ne convainquit pas les enquêteurs. Pour la police, c'était bien trop commode et suspect pour être cru sur parole. De plus, 3 autres individus, André Touilly, Mackenzie Bell et Eric Newton, furent arrêtés pour suspicion de vol. Bien que leurs arrestations soient sans rapport avec la disparition d'Angie, la police soupçonna qu'au moins l'un d'entre eux avait pu jouer un rôle en attirant Angie à la fête de Ravenne. Cependant, les enquêteurs durent mettre cette piste de côté temporairement lorsqu'ils reçurent un tuyau près d'un mois après les faits. Le tuyau venait d'une source anonyme qui prétendait savoir où Angie pouvait potentiellement être retrouvée. La police et la famille d'Angie furent remplies d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Christina s'accrocha à la croyance que sa fille pouvait encore être en vie. Suite au tuyau, les autorités découvrirent Angie dans le jardin d'une maison abandonnée depuis longtemps, offrant une lueur d'espoir qu'elle puisse être secourue. La maison abandonnée était située à près de 16 km de l'endroit où Angie avait été vue pour la dernière fois, dans le 5300 bloc d'East 43 RD Street, au nord-est d'Indianapolis. Bientôt, des équipes de la police scientifique et des chiens de recherche de cadavres arrivèrent sur les lieux et la police se prépara à ce qu'ils pourraient découvrir. Alors que les chiens guidaient les enquêteurs vers un endroit spécifique du jardin, l'équipe commença à creuser soigneusement. Après seulement quelques centimètres, ils découvrirent quelque chose d'horrible. Le corps d'une femme avait été enterré dans une tombe peu profonde, et les détectives furent immédiatement frappés par la suspicion glaçante que cela pouvait être quelqu'un qu'ils connaissaient. Bien que les restes fussent partiellement décomposés, certains tatouages étaient restés intacts, fournissant des indices potentiels pour identifier la victime. C'est à ce moment que la police réalisa que l'aide de Christina serait cruciale pour identifier le corps. Quand elle reçut l'appel terrifiant des autorités, elle s'accrocha d'abord à l'espoir. Mais la mention du bureau du coroner et de la nécessité d'identifier un corps écrasa immédiatement cet espoir. C'était le genre d'appel qu'aucun parent ne veut jamais recevoir. Malgré l'angoisse, Christina se rendit au bureau du coroner le lendemain. En regardant les photographies et les tatouages restants, Christina devint certaine que le corps était celui de sa fille de 23 ans, Angie. La réalisation la frappa comme un coup dévastateur. L'image de sa fille dans cet état tragique est quelque chose que Christina ne pourra jamais oublier, la hantant à chaque pensée. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle est confrontée à la sinistre réalité. Sa fille gentille, forte et indépendante était partie. Les funérailles d'Angie eurent lieu à Muni, dans l'Indiana, le 2 juillet 2017, avec des amis et la famille se rassemblant pour soutenir la famille Barlow alors qu'ils disaient leurs derniers adieux. Elle fut mise en terre et sa famille fit tout son possible pour honorer sa mémoire. Christina veilla à ce que les derniers moments d'Angie avant l'inhumation soient parfaits à tous égards. Bien qu'elle ait douloureusement conscience qu'elle ne verrait jamais sa fille organiser un mariage, gâter ses petits-enfants, célébrer des anniversaires, marquer des occasions spéciales ou profiter de futures victoires. Les funérailles donnèrent à la famille Barlow une chance de donner à Angie l'amour et l'attention qu'elle avait toujours mérité, même si elle ne pouvait pas être là pour en faire l'expérience. Voir sa famille endurer une telle douleur immense est déchirant. Ils avaient déjà perdu leur fille aînée, et maintenant la cruelle réalité demeurait. Là où les personnes responsables de la mort d'Angie étaient toujours en liberté, sans que justice n'ait été rendue. Même si la police est assez sûre de savoir qui était responsable, les affaires comme celle-ci sont difficiles à résoudre parce que personne ne peut être condamné sans preuve solide. Pourtant, il est difficile de ne pas voir Ravenne et Baron avec suspicion. Le timing de leurs actions après la disparition d'Angie, combiné à la conversation glaçante que Ravenne a eue avec Christina, semble bien trop coïncidentiel. Durant cette conversation, Ravenne a demandé à Christina si elle voulait entendre les derniers mots de sa fille, une question qui, pour beaucoup,
ressemble à un aveu de culpabilité. Pourtant, malgré les soupçons, Raven est resté hors de portée. 8 ans ont passé depuis la disparition d'Angie, et personne n'a été officiellement inculpé ou même publiquement nommé comme suspect dans l'affaire. Pendant ce temps, Raven a tourné la page et s'appelle maintenant Donny Drip. En tant que rappeuse, Donny Drip a sorti une chanson en janvier 2022 intitulée $F$. Les paroles ont suscité l'indignation et la curiosité au sein de la famille Barlow et des communautés en ligne. Dans la chanson, Raven rap, Now I'm smoking on this Barlow. It was my choice to smoke them if he did. Beaucoup d'enquêteurs amateurs en ligne ont interprété Smoking on Barlow comme une référence dérangeante, suggérant que Raven pourrait se moquer de la mort d'Angie. Que la police enquête sur les paroles reste incertain, mais le contenu de la chanson est indéniablement inquiétant. Mentionner délibérément Barlow dans un morceau est un choix provocateur et glaçant. L'affaire d'Angie a reçu une large attention, surtout en 2020 lorsque des podcasts ont commencé à la couvrir. Inspirée par ce qu'elle a lu sur Facebook, une podcasteuse a pris sur elle de mettre en lumière l'histoire d'Angie, maintenant la sensibilisation du public et s'assurant que sa disparition ne serait pas oubliée. Cela montre à quel point les réseaux sociaux peuvent être puissants pour diffuser la sensibilisation sur des affaires comme celle d'Angie, aidant la famille Barlow à garder sa mémoire vivante alors qu'ils essaient d'avancer avec leur vie. L'espoir demeure que celui ou celle responsable de sa mort sera tenu responsable de ses actions horribles. Les sœurs d'Angie continuent de pleurer profondément et pensent à elle constamment. Sa jeune sœur, Marama, dort toujours avec une chouette en peluche qu'Angie lui a offerte, qu'elle a nommée Angie. Elle a une immense valeur sentimentale car c'était l'un des derniers cadeaux qu'Angie a fait avant sa disparition et sa mort tragique. La police d'Indianapolis continue de suivre des pistes dans l'affaire d'Angie. Tout ce que l'on peut faire, c'est espérer justice et fermeture, que sa famille mérite si désespérément. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous postons des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez aiguisés, restez vigilants.